Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Parlons tout d'abord du blog, cette nouvelle forme de communication, ce journal que l'on partage avec le reste du monde. Compte tenu des innovations qu'il a apportées dans le monde de la communication via Internet, une journée a été consacrée au blog, une occasion pour chacun de nous de faire connaissance avec les blogueurs de Côte d'Ivoire. Allons-y donc à la rencontre de ces blogueurs et nos guides s'appellent Thérèse Kofi et Fatou Fofana. Le blog, une forme de communication sur Internet qui a plusieurs avantages, notamment ceux d'être facile à créer et à utiliser. Cela fait du blog un outil de plus en plus prisé par les internautes en général et par une catégorie particulière, ce sont les blogueurs. Le blog nous vient des réflexes qui étaient adoptés dans l'ancien temps par des marins qui utilisaient un journal pour détailler régulièrement toutes les activités ou tout ce qu'ils pouvaient voir de façon quotidienne quand ils partaient en mer. Avec la naissance des nouveaux médias participatifs, les blogs ont pris de l'ampleur parce que maintenant, on demandait aux citoyens lambda qui a la possibilité de donner des informations ou de donner un certain nombre de choses qu'il a vécues quotidiennement ou des sujets qu'il maîtrise, de les aborder sur une plateforme qui est Internet. C'est comme un journal intime que chaque citoyen sur lequel peut écrire, penser des sujets qui l'intéressent. On parle d'Ebola actuellement, ça peut être aussi un canal qu'on peut utiliser pour sensibiliser. Ici, ces blogueurs se sont réunis au sein d'une communauté, l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ils ont la particularité d'avoir créé un haut village, un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale. Chaque personne qui fréquente cet endroit se sent responsable de l'évolution de cet espace, mais il se sent aussi responsable de la formation de celui qui est en face de lui. Parce que nous restons convaincus qu'en chaque Africain, il y a du potentiel. Et de la rencontre de deux personnes jaillit un projet. C'est aussi l'endroit où on prototype des projets innovants pour donner vie à des idées d'entreprise. Je suis au village dans le cadre de mes activités avec la Fondation africaine de l'innovation, qui est basée à Zurich et qui chaque année a un prix de l'innovation qui s'appelle le Innovation Prize for Africa, qui entre autres alloue 150 000 $ à 3 innovateurs qui ont une idée vraiment intéressante, qui a un potentiel commercial et un impact social. À l'heure actuelle, le prix est ouvert jusqu'au 31 octobre 2014. Au-delà d'être un outil de communication, le blog est pour les blogueurs un moyen de participer au développement de leur pays avec de nombreuses actions pour l'éducation de la jeunesse et pour la lutte contre la cybercriminalité. Vous vous souvenez certainement, c'est en Guinée que le premier cas d'Ebola a été enregistré il y a 8 mois environ. Aujourd'hui, dans ce pays, les populations sont en face de la fièvre hémorragique, ils ont peur et surtout les populations ont peur et elles sont surtout en colère face à la gestion de cette maladie par les autorités. Reportage. À Conakry, les autorités tentent de rassurer après l'hospitalisation d'un Guinéen à Dakar. Cet étudiant a bien été contaminé en Guinée par son frère. C'est sa sœur, atteinte elle aussi par Ebola, qui a expliqué aux médecins qu'il venait de partir au Sénégal. Nous avons pris quelqu'un de notre bureau ici de OMS qui parle le Wolof. On a commencé toute l'investigation, on a alerté les équipes au Sénégal pour qu'ils puissent prendre les mesures. Donc je pense que ça montre vraiment le système d'alerte et contact, on travaille bien ensemble. Mais en Guinée, le système d'alerte ne fonctionne pas toujours aussi bien, loin de là. Dans la commune de Matoto, la Croix-Rouge arrive pour récupérer une dépouille, celle d'une femme qui s'est présentée dans cette clinique privée. Les médecins ont d'abord cru à une crise de paludisme jusqu'à ce que la patiente vomisse du sang. Ils ont alors alerté les agents chargés de la riposte contre Ebola. Le numéro vert que nous avons, on a appelé tout de suite les gens, à les alerter pour dire « Ah, nous avons un cas en face de nous ici, est-ce que vous pouvez venir voir pour nous aider à faire le diagnostic différentiel ?» Mais personne n'est venu, il n'y a pas eu d'analyse de sang. La patiente mourra le lendemain et son corps est resté à la clinique pendant 2 jours, un délai qui a déclenché la colère des gens du quartier. À mon arrivée, la foule était sur le point de détruire la clinique. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que nous devrions plutôt chercher à savoir quelle maladie c'était et prendre les dispositions qui s'imposent. Le chef de quartier, lui aussi, dénonce des dysfonctionnements. La Croix-Rouge est incapable. Que les autorités
de la santé sont des incapables. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Sollicitée, la Croix-Rouge guinéenne n'a pas voulu répondre à nos questions. Malgré l'état d'urgence sanitaire, l'épidémie ne cesse de progresser en Guinée. Bilan officiel, 409 morts. En Sierra Leone, cet autre pays touché par le virus, les autorités, elles, ont mis en place un laboratoire mobile équipé pour détecter les personnes infectées. Avec déjà plus de 430 morts, la Sierra Leone se bat pour enrayer l'épidémie au virus Ebola. Un laboratoire pour tester les patients plus rapidement vient d'être installé non loin de la capitale. Jusqu'à présent, il fallait envoyer les prélèvements sanguins dans des centres spécialisés à l'étranger et les réponses arrivaient au bout d'une semaine. Désormais, les tests peuvent être établis sur place en quelques heures. Nous avons les résultats des tests au bout de 3 à 5 heures. Le diagnostic est plus rapide et bien sûr cela aide les médecins sur le terrain. Les épidémiologistes peuvent mieux suivre la propagation du virus et mieux contrôler cette crise sanitaire. Une semaine après son inauguration, le laboratoire de Freetown reçoit de 20 à 30 échantillons sanguins chaque jour. Des tests plus nombreux et plus rapides qui vont permettre d'être plus réactifs dans la lutte contre la propagation de l'épidémie, car de l'avis des experts, il n'y a plus une minute à perdre. Il est encore temps d'éviter une catastrophe en Sierra Leone, à la condition que des actions urgentes soient prises à tous les niveaux. Créer des centres de soins, sécuriser les enterrements, assurer la protection des travailleurs de la santé et communiquer plus clairement. Financé par l'OMS, ce nouveau laboratoire de test est conçu pour assurer une protection maximale, ce qui devrait rassurer le personnel de santé qui a déjà payé un lourd tribut à l'épidémie dans ce pays. Jusqu'ici, aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire et certainement que la maladie à virus ne passera pas nos frontières si et seulement si toutes les mesures de prévention sont respectées par tous. Hier, 31 août, c'était la 12e journée africaine de médecine traditionnelle. Elle a été célébrée ce dimanche dans tous les États membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, on se souvient encore quand, en août 2013, le ministère de la Santé autorisait l'ouverture au CHU de Treichville d'une unité de médecine traditionnelle. Un an après, quel est le bilan? Élément de réponse avec Léon Bro. CHU de Treichville, centre d'argilothérapie. Aliko y est arrivé il y a 5 mois, partiellement paralysé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il est en passe de recouvrer l'usage de ses membres. J'arrive à me déplacer quand même. Il y a des moments où je m'oublie. J'ai l'impression que ça va. J'espère que ça va aller. Voici le praticien qui suit Aliko. Aboutou Kofi dit soigner à base de plantes avec pour remède principal l'argile. En un an d'activité dans ce cabinet, il ne peut évaluer le taux de guérison de ses malades. Il note toutefois avoir traité plus de 17 000 patients. Beaucoup de malades ont été déclarés guéris par les médecins. Nous, on ne déclare personne guéri. Quand quelqu'un qui avait un cancer, par exemple, le médecin dit qu'il est en rémission, il va lui donner 6 mois pour voir si la maladie va revenir. Pour nous, la personne est guérie. Nous sommes passés d'un patient à 120 patients par jour en termes de santé publique. C'est une réalité que la médecine traditionnelle est utilisée en Côte d'Ivoire. Le bilan pour moi est positif. Possible de recouvrer la santé au centre d'argilothérapie, mais une guérison non sans difficulté. Le coin est tellement exigu que nous passons 6 heures de temps. Aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé ici à 7 heures, mais il est presque midi, je n'ai pas encore été reçu. Alors, on souhaiterait que M. Aboutou trouve un cabinet plus grand. Élargir le centre d'argilothérapie pour l'épanouissement des praticiens et patients, le ministère de la Santé en a fait sienne la préoccupation. Il envisage même l'installation de centres d'argilothérapie dans les autres établissements sanitaires de référence du pays. En attendant la concrétisation de cette volonté, Aboutou Kofi et ses 120 malades se bousculent au quotidien dans ce cabinet de 30 mètres carrés au CHU de Treichville.
Bientôt, le poste à péage de Saint-Grobo sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro sera mis en service officiellement. Les travaux avancent bien, c'est le constat que vient de faire Diakité Koti Souleymane, le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, la structure en charge de la gestion du péage. Ali Diarasouba. Il suscitait beaucoup d'interrogations et de curiosité jusqu'ici auprès des usagers de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Certains le trouvaient rudimentaire, d'autres trop lent. Le poste à péage de Saint-Grobo offre aujourd'hui un bien meilleur visage. L'ouvrage sera bientôt aux normes réglementaires à l'instar de celui d'Atenguié. Déjà, les box et le système de paiement manuel laissent désormais place à l'automatisation des transactions. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le président du conseil d'administration du FER, le fonds d'entretien routier, Diakité Koti Souleymane, s'est rendu sur les lieux. Il y a 2 semaines, nous sommes venus faire une visite de chantier. On nous a dit qu'à partir du 27, on allait avoir l'automatisation de nos box. Effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que cela est effectif. Dans une seconde étape, il y aura le péage automatique. Vous allez avoir vos badges sur le véhicule. Lorsque vous venez, il y a un capteur qui vient sur la carte et on vous débite automatiquement et la barrière s'élève, vous partez. Alors qu'il fallait jusqu'ici 6 minutes à un automobiliste pour s'acquitter des formalités de paiement avec le système manuel, l'automobiliste gagnera désormais 4 minutes, soit 2 minutes désormais en tout et pour ces mêmes formalités. Le président du conseil d'administration du FER a tenu à rappeler que le paiement du péage est obligatoire pour tous. Il s'est lui-même soumis à l'exercice. Seule entité exemptée de paiement, les forces onusiennes et celles de la Licorne, avec qui l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention. Rappelons que les péages d'Atenguié et de Saint-Grobo sont entrés en vigueur depuis le 15 mai 2014. Direction le Gabon pour parler transport. Le gouvernement de ce pays interdit désormais l'importation de véhicules de plus de 3 ans. Toute voiture importée âgée de plus de 3 ans va à la casse. C'est la nouvelle règle en vigueur au Gabon. Elle a été édictée au nom de la protection de l'environnement. Au port de Libreville, plus de 1000 voitures sont concernées et 400 sont attendues par bateau dans les prochains jours. Cette limitation des importations aux véhicules de moins de 3 ans a été rappelée par les plus hautes autorités politiques. Les véhicules importés dans ces conditions-là ne peuvent pas être mis en circulation. Soit le gouvernement décidera de leur rapatriement, soit de les mettre au pilon. Dictat politique, rétorquent les automobilistes gabonais qui s'insurgent contre une mesure générale ne tenant compte ni de la marque, ni du type de carburant utilisé, ni du pays d'origine du véhicule. J'ai fait venir une voiture de plus de 3 ans, mais on ne dirait pas que c'est une voiture de plus de 3 ans, elle est encore belle pour moi-même. Je paye tous les frais et qu'on me dise que cette voiture ne va pas sortir. Tous les frais, je vous dis, c'est triste. Et c'est pour ça qu'on doit se lever, pour défendre nos intérêts. Certains professionnels du secteur automobile vont plus loin. Ils estiment qu'au lieu d'interdire les véhicules de plus de 3 ans, il faudrait appliquer la loi qui rend obligatoire les contrôles techniques et les équipements pour les faire. Une solution plus efficace, moins conflictuelle et moins chère pour l'automobiliste. Si on fait fonctionner ces machines normalement, si il y a des contrôles des gazements sur l'étendue du territoire national, si les contrôleurs routiers verbalisent les éjections de fumée, on règle déjà de près de 60% le problème de la pollution de l'air à travers les gaz d'échappement automobiles. L'interdiction d'importer les véhicules de plus de 3 ans réunit contre elle les automobilistes et les professionnels du secteur. Seuls les vendeurs de voitures neuves se frottent les mains. Dans le reste de l'actualité africaine, intéressons-nous à la politique au Lesotho, à la MISOM en Somalie et à l'affaire de bébés volés au Niger. Reportage. Confusion au Lesotho, ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud traverse depuis 24 heures une grave crise qui oppose le Premier ministre et le chef des armées. La capitale a été réveillée samedi par des tirs. L'armée a investi plusieurs points stratégiques de la capitale, confisquant armes et véhicules appartenant à la police.
L'armée, qui a regagné ses quartiers dans la mi-journée, nie toute volonté de prendre le pouvoir. Mais le Premier ministre Thomas Taban a dénoncé un coup d'État militaire. Il s'est réfugié en Afrique du Sud. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont repris la localité de Bulomarer, bastion des combattants Chebab dans le sud du pays. Cette nouvelle offensive vise à récupérer les points d'accostage des insurgés qui se déplacent souvent par bateau. Le prochain objectif est de reprendre le port stratégique de Barawe, d'où les Chebab exportent du charbon de bois vers les pays du Golfe. 4 combattants Chebab ont été tués dimanche à Mogadiscio. Ils venaient d'attaquer une prison et le siège des services de renseignement. Le président du Parlement nigérien qui a fui il y a quelques jours au Burkina Faso se serait depuis réfugié en Belgique. Hama Amadou avait été mis en cause dans un trafic présumé de bébés en provenance du Nigeria. 17 personnes, dont le ministre de l'Agriculture, ont été inculpées fin juin à Niamey pour avoir fait de fausses déclarations de maternité. Devenu le principal opposant au président Issoufou, Hama Amadou soupçonne un règlement de compte politique. Il affirme avoir quitté le pays parce qu'il se sentait menacé. Je les ai présentées aux gens. Faisons à présent un tour dans le monde. C'est l'actualité planétaire. C'est en bref et en images. Les casques bleus philippins pris dans des combats sur le plateau du Golan, entre la zone tampon qui sépare le Golan occupé par Israël de la Syrie, ont été évacués samedi. Des soldats de l'UNDOF ont participé à l'opération évacuation. Le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a revendiqué la capture de 44 casques bleus fidjiens retenus depuis 4 jours sur le plateau du Golan. L'armée israélienne a bouclé la zone et renforcé ses troupes. Benjamin Netanyahou n'a accepté le cessez-le-feu à Gaza que pour mieux se préparer à faire face à d'autres menaces régionales. L'armée américaine a ravitaillé samedi à Merli, la ville chiite turcomane à 160 km au nord de Bagdad, ville assiégée par les djihadistes. Les aviations françaises, britanniques et australiennes ont également largué des denrées indispensables. Grâce à ce soutien, l'armée irakienne a repris la ville d'Amerli. Des largages parallèles à des frappes coordonnées à proximité contre les positions des djihadistes, l'opération vise à soutenir les troupes kurdes et irakiennes et à protéger les infrastructures cruciales. L'Union européenne a donné une semaine à la Russie pour changer de cap en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Des sanctions économiques qui toucheront les secteurs de la finance et de l'énergie. Désigné samedi, le Polonais Donald Tusk au poste de président du Conseil européen et l'Italienne Federica Mogherini comme chef de la diplomatie auront 3 vastes défis à affronter. La stagnation de l'économie européenne, la crise russo-ukrainienne et la place de la Grande-Bretagne au sein de l'Union. Sous la pression des eurosceptiques dans son pays, le Premier ministre britannique a promis, s'il est réélu, un référendum d'ici 2017 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Fin de ce journal. À demain, 6h30.